petite idée n'était pas très positive. Du coup, j'ai décidé de partir pour un site qui fait de l'entraide entre voisins, un réseau social d'entraide entre voisins, où là j'avais un sujet de management. Donc en fait, c'est pas parce que l'entreprise a du sens que ça se passe toujours très bien. J'ai ensuite créé ma boîte. J'ai testé pendant 2 ans, ça n'a pas fonctionné. Après, je suis parti dans une entreprise qui s'appelle Marcel, qui fait un VTC éco-citoyen, où on avait vraiment une ambition de changer les choses. Je gérais le marketing là-bas, je suis resté 3 ans. La boîte a changé d'actionnaire et du jour au lendemain, l'actionnaire qui a repris m'a dit « j'en ai rien à foutre de la RSE ». Donc je me suis dit je pars et me voilà chez Make Sense. En fait, la question que je me suis posée quand je suis parti, c'est comment faire pour être sûr qu'on ne peut pas comme ça tout envoyer valser du jour au lendemain dans une entreprise parce qu'il y a un nouvel actionnaire. Et je me suis dit que partir dans une boîte qui s'appelle Make Sense, a priori, à part changer de nom, je devrais être assez à l'abri, assez tranquille pendant pas mal de temps. Voilà. Donc bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Manon et donc j'ai été diplômée il y a 1 an, j'ai fait Sciences Po et après mes études j'étais complètement perdue. J'avais fait des stages dans des institutions étatiques, en ministère, dans des institutions internationales et je ne me reconnaissais pas parmi les gens avec qui je travaillais alors que c'était des gens très engagés dans les thématiques éducatives, des solidarités. Il y avait comme une sorte de dissonance cognitive. Alors j'ai décidé de prendre une pause et d'aller rencontrer ceux et celles qui arrivent justement à aligner leur état d'être avec leurs valeurs. Donc faire à la fois une qualité d'être et de faire. Et donc j'ai créé un podcast qui s'appelle le podcast Nouvelle Conscience. Et je suis partie toutes les semaines rencontrer des écrivains, des chercheurs, des thérapeutes, des chamans, donc des gens très très divers. Dont certains que vous connaîtrez peut-être, Frédéric Lenoir de Montebourg, Julien Vidal, entre autres. Et donc en fait, après cette année de recherche, on va dire, de sens et puis de sens surtout, je me suis lancée dans mon premier travail. Donc maintenant, je suis collaboratrice politique, j'accompagne des élus dans leur mandat. Et et je fais toujours le podcast à côté, cette activité plus entrepreneuriale. Et donc c'est une grande richesse. Et Bonjour, moi je suis Gilles, j'ai 32 ans, je suis papa d'un petit garçon qui a 2 ans et demi, j'habite à Pantin, je suis pas très loin. Dans ma vie pro, en fait moi je suis diplômé d'une école d'ingé il y a 11 ans à peu près. J'ai bossé, alors moi j'étais chez le concurrent d'Accenture, donc j'étais chez Bearing Point, j'ai bossé dans le conseil pendant 5 ans, de manière assez classique quand on sort des grandes écoles, je pense qu'on est des bons exemples. Il y a 6 ans, j'ai monté ma boîte qui fait des remorques pour vélo, pour les professionnels. Vous pouvez en voir à Paris des grosses remorques bleues devant les Monoprix. C'est cette boîte-là qui s'appelle Carriole. Et j'ai quitté cette entreprise-là fin juin dernier, donc il y a à peine 3 mois, pour une raison principale qui est que ça se passait très très mal avec mon associé, et puis pour une autre raison qui en découlait, en fait, qui était intimement liée, qui était que je voulais aller encore plus loin dans ma recherche de radicalité, je pense que j'y reviendrai. Et donc là je suis en reconversion pour devenir agriculteur. Et je ne me suis pas présenté, mais moi c'est Jacques, et je suis bientôt diplômé en tant qu'ingénieur en développement logiciel, et je bosse pour une boîte vraiment calée et réputée pour son écologie, donc qui est Thales. Donc j'arrive avec plein de questions et à peu près aucune réponse. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est comment faire pour proposer des changements ou des réflexions à sa hiérarchie. Voilà, je ne sais pas si lequel d'entre vous a envie de commencer. Je le tente, sachant que, alors, moi cette notion d'impact, qu'il soit environnemental, social, sociétal, c'est quelque chose qui est assez récent, en tout cas on va dire dans le monde professionnel pour moi. C'est une conviction qui je pense au fond de moi depuis très longtemps, depuis toujours, mais j'ai décidé de l'affirmer et de l'imposer d'une certaine manière que depuis très peu de temps. Et donc finalement, c'est arrivé moi dans mon aventure entrepreneuriale
Donc la question de la hiérarchie elle est un peu spéciale, parce qu'en fait c'était un niveau hiérarchique équivalent, c'était mon associé. On était deux, on était quand même une boîte qui est passée, enfin voilà, là, quand je suis parti, qui fait à peu près 50 personnes, donc il y avait quand même des enjeux. Comment on fait pour créer un espace? Franchement, ça dépend vraiment, c'est très, il n'y a pas de vérité générale, c'est très spécifique à chaque cas. Et moi, je commence en disant que j'ai pas réussi. Voilà. Et pourtant, c'est intéressant parce que pourtant j'étais dans le cadre d'une boîte qui était censée être une boîte à impact. Des remorques pour vélo, pour la logistique urbaine, c'est un produit, on se dit, c'est cool, ils vont dans le bon sens. Moi, quand je parle de ça, je me dis, ah ouais, c'est bien, t'es super engagé. Ouais, sauf qu'en fait, ça c'était plus un dommage collatéral, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée du produit en préparant un voyage à vélo, c'était vraiment pas du tout pour des convictions écologiques. Et on a même, je me souviens quand on a commencé l'aventure, au bout d'un an, on s'est dit ok, on va définir nos valeurs. Il y a eu un moment, on était une dizaine à ce moment-là, et on s'est dit est-ce qu'on met un truc écologique dans nos valeurs? On était là, bah non, c'est pas du tout pour ça qu'on fait ça. D'ailleurs, on était accompagné par Make Sense à cette époque-là, donc on s'était un peu surpris. Donc tout ça pour dire que c'était pas du tout dans notre ADN initial. Et franchement, moi j'ai pas trouvé de réponse. C'est entre autres pour ça qu'on est rentré dans un conflit d'associés. Et voilà, je vous laisse peut-être donner un petit peu plus d'espoir pour ce sujet-là, mais moi j'ai pas trouvé. Merci. Oui, pour rebondir, moi justement, en fait, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est peut-être un peu changer la question, c'est plutôt que comment demander des changements assez hiérarchiques, c'est peut-on le faire? Parce que, ayant déjà essayé de le tenter, je pense qu'il y a vraiment des cas où c'est impossible. Vraiment, même si ça peut paraître un peu fatal de dire ça et très triste, clairement, il y a des boîtes qui ne sont pas prêtes à assumer, à assurer ce changement et de mettre en place de nouvelles valeurs. Donc la question, c'est veut-on mettre cette énergie pour entraîner ce changement-là, tout en sachant que les personnes qui nous écoutent ne sont pas prêtes et prêts à impulser un changement. Donc déjà, tâter le terrain et voir si la personne prend en compte ces enjeux et fait preuve de sincérité dans sa volonté d'écoute et de changement. Donc déjà, rien que ça, c'est voir s'il y a de la réception en face pour éviter d'y laisser des plumes. Ouais, moi je suis assez d'accord. En fait, si la hiérarchie veut pas, si la direction ça ne m'intéresse pas, typiquement moi l'actionnaire qui reprend Marcel qui dit je m'en fous de la RSE, j'ai essayé de le convaincre 2 secondes, j'ai bien vu qu'il y avait zéro ouverture. Le sujet c'était très vite comment ton équipe tu la passes de 10 personnes à 3 personnes. Je ne vais pas rester là. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de cas où c'est pas possible et effectivement ça sert à rien d'essayer de s'épuiser dans ces cas-là parce que vous n'allez pas avoir gain de cause face à la direction si la direction n'a pas envie. Et dans un cas où la direction est un peu neutre, ce qui peut arriver aussi pas mal, je pense que ce qui est très important c'est de s'entourer, de faire des collectifs en fait, de personnes qui veulent faire bouger les choses parce que tout seul vous risquez de ne pas y arriver. Nous, je sais que chez Make Sense, on a beaucoup de cas en fait d'entreprises qui créent des collectifs pour porter la RSE. Ce qu'on croit, c'est que ça ne peut pas venir que de la hiérarchie, mais il faut que la hiérarchie soit d'accord en fait pour qu'il y ait du changement, et qu'après c'est parce qu'on va se mobiliser dans chaque équipe en fait pour pouvoir faire bouger les choses. Mais tout seul, ça semble un petit peu compliqué à opérer. Je rajoute juste un petit point là-dessus. Après, oui, c'est vrai que c'est difficile. Pour avoir essayé au sein de Accenture et d'autres travail avant, j'ai essayé aussi de mettre en place des petites choses au sein de mon entreprise précédente. Et c'est vrai que ça a été très difficile, mais j'avais plaisir de faire des newsletters sur d'autres sujets qui nous concernaient tous les jours en fait dans le monde du travail, sur des sujets plus orientés sociaux et environnementaux. Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais en fait pour moi il y avait quelque chose qui n'était pas suffisant. Et c'est aussi ça qu'il faut essayer de se dire, c'est ça plante un peu des petites graines chez nos collaborateurs, mais est-ce qu'à titre individuel, est-ce que c'est suffisant ou pas? Ça tombe super bien comme remarque parce que j'allais dire qu'on peut avoir comme outil, sinon, quand la hiérarchie n'est pas forcément réceptive, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil au sein de l'entreprise, que ce soit juste dans notre équipe ou plus largement avec par exemple une newsletter qu'on t'avait fait. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup quels sont les outils, encore une fois?
à titre, par exemple, individuel, on peut essayer de se former sur plusieurs choses, notamment s'intéresser à d'autres sujets qui nous intéressent à côté du travail, et essayer d'aborder des sujets au sein de discussions, que ce soit à la cantine ou pendant des réunions ou à la fin de réunion ou pendant la pause café, sur des sujets et entamer des discussions. Je parle par exemple de la fresque du climat ou d'autres formations à côté du travail que l'on fait, si c'est des choses qui nous intéressent et dans lesquelles on est vraiment impliqué et engagé pour aborder ces sujets-là. Et c'est des choses qu'on va faire au fur et à mesure et qui vont peut-être créer du changement au sein de leur vision à eux. Et je pense que ça peut aussi marcher. Ça ne veut pas dire qu'au sein de l'entreprise, on va faire potentiellement changer les choses, mais auprès de nos collaborateurs, on va peut-être les faire réfléchir différemment. Et ça pourrait être des bons amis et ils sont prêts à venir avec vous à des manifs ou autre. Oui, avant la manif, ça peut être juste de venir faire une fresque avec les collègues. On peut se former et former les autres. Du coup, typiquement, tu parlais de la fresque, en devenant animateur de fresque ensuite, c'est totalement possible. Je pense qu'il faut quand même que la hiérarchie soit OK avec ça, parce que ça peut être sur les heures de travail. Il y a aussi, encore une fois, se créer des comités RSE, par exemple. Ça peut se faire avec 3-4 personnes et commencer à regarder un petit peu dans chaque direction ce qu'on peut changer concrètement. Faire des bilans carbone sur des directions aussi, sans que ce soit sur toute la boîte forcément. Ça peut être des petites actions. Sur les formations possibles, moi j'avais suivi, c'est des formations gratuites sur le site de l'ONU, UNCC Learn. Vous avez tout plein de formations, et notamment pour comment agir en entreprise pour changer les choses. C'est totalement gratuit, c'est génial. Donc, je vous conseille de le faire. C'est vrai que sur le plan humain, au niveau micro, on peut tout à fait échanger les choses avec nos collègues, on peut orienter les discussions en essayant d'impulser de nouvelles dynamiques, des petits changements internes. Mais je pense qu'au niveau macro, parfois la hiérarchie et le fonctionnement, rien que les plans d'entreprise, des programmes sur le long terme sont tellement ancrés que là, pour aller jusqu'à changer les investissements, les partenariats ou quoi, à moins d'essayer de le faire en gardant son poste et en suggérant des nouveaux partenaires, de changer un peu les investissements qui sont faits. Moi, spontanément, quand tu as posé la question, le mot qui m'est venu, c'était changer de travail, tu vois. Et je sais que c'est pas toujours évident, on peut pas se dire du jour au lendemain, je quitte tout, j'arrête. C'est parfois pas possible, donc peut-être que le mieux, c'est de trouver un équilibre de soi à soi. Qu'est-ce qui me convient, jusqu'où je peux aller, quelles sont mes limites en fait. Je sais que mon environnement est compliqué et ne correspond plus à qui j'étais lorsque j'ai été embauchée, parce qu'on évolue aussi constamment. Et après, voir jusqu'où on peut aller, et après, jusqu'à ce que ce soit trop, peut-être qu'à un moment, ça dit stop. Donc c'est surtout de soi à soi, voir jusqu'où on peut aller dans cet environnement qui change et que nous, on change aussi. Plein de choses à dire sur les outils qu'on peut utiliser, parce que je suis peut-être paru un petit peu défaitiste sur ma première réponse, mais en fait il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Je vais revenir sur plusieurs choses qui ont été dites. Moi, il y a un truc qui me paraît fondamental, c'est qu'on a tous, qu'on soit salarié, dirigeant, stagiaire, un super pouvoir, un pouvoir qui est incroyable et qu'on a tendance à sous-estimer. Moi, j'ai pris conscience de ça, ça fait 11 ans que je bosse, j'ai pris conscience il y a 2 ans. C'est le pouvoir de l'influence. Et de l'influence sur tout le monde, en fait. C'est-à-dire que vous allez peut-être me dire, ouais, bon, ok, t'étais dans les fondateurs de ta boîte, donc forcément, t'avais plus d'influence sur les autres. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, un stagiaire qui est passé 3 mois chez nous, qui avait... alors certes, on était une boîte de 50, donc on avait une certaine proximité. Il m'a énormément influencé sur plein de choses, sur ses réflexions, sur sa maturité, sur plein de questions qui se posaient. Mais je m'en suis rendu compte 4 ans après. Et donc, ça c'est un truc qui est terrible, c'est que généralement, les personnes qui nous influencent, comme on s'en rend pas compte tout de suite, on leur dit jamais. Et comme on leur dit jamais, elles s'en rendent pas compte. Et ça c'est une boucle, pour le coup, pas vertueuse de on se rend pas compte de l'influence positive qu'on peut avoir sur les autres. Et en fait, elle est là, elle est vraiment là, sur plein de choses. Et c'est même pas tellement par les paroles, c'est par les actes. Parce qu'en fait, nos collègues dans une entreprise, on les côtoie généralement même plus que son conjoint ou sa conjointe. Donc
c'est vraiment pas négligeable ce qu'on a comme pouvoir d'influence là-dessus. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était alors Fresque du Climat. Moi, j'ai été contacté en tant qu'animateur représentant de la Fresque du Climat, là, animateur bénévole. Et ça, c'est un outil qui est génial et je voulais juste détailler un petit peu pourquoi je trouve qu'il est génial. C'est pareil, c'est une prise de conscience qui est assez récente pour moi. J'en ai animé quelques-unes avant de me rendre compte de ça. C'est que ça permet de mettre un costume d'animateur. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire une Fresque du Climat dans votre boîte, peu importe, je suis plus Gilles, l'écolo chiant qui vient donner des leçons. Je suis juste l'animateur qui vient dispenser un truc qui ne dépend pas de moi en fait. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir une posture qui est ultra neutre. Tout à l'heure on l'a dit dans la table ronde précédente, d'avoir quelque chose qui est pas descendant. Moi j'aime bien ce terme neutre, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont prendre conscience par eux-mêmes. C'est pas quelqu'un qui va leur amener on va dire la leçon. Et ça, en entreprise, souvent, où en fait il y a des jeux de rôle, des jeux de pouvoir, on n'ose pas trop assumer qui on est vraiment, ça permet de se libérer de ça. C'est pas moi qui viens vous raconter des trucs, je suis juste animateur de la Fresque, qui est un outil qui a formé plus de 500 000 personnes. Quoi. Oui, et du coup ça permet aussi d'avoir une distance. Quoi. On ne peut pas te le reprocher personnellement parce que t'es... Beaucoup mieux dit, merci beaucoup. Voilà, tu viens dispenser un truc que t'as pas créé même finalement. Ok. Et du coup, Manon, tu avais parlé des limites qu'il fallait qu'on trace. Vous avez tous suggéré en filigrane le fait à quel moment on sait que finalement c'est plus possible de continuer à travailler dans cet environnement-là. Comment on fait pour placer les limites en fait? Parce qu'il y a toujours des contraintes économiques, des contraintes sociales aussi. Comment on fait pour se dire là j'en peux plus, quoi. Là c'est plus possible de continuer dans cette boîte. Je dois partir. Ouais, maintenant tu parles. Je commence, ok. Alors, déjà, il y a vraiment tout un nouveau marché qui se crée autour de ces nouvelles valeurs du travail, de l'écologie. Vraiment, maintenant, je pense que c'est beaucoup moins difficile qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans en arrière de trouver un travail dans ces domaines-là, donc que ce soit les solidarités, l'écologie sous plein de facettes différentes, parce qu'il y a plein de façons de l'aborder. Donc vraiment, en ce qui concerne l'offre, surtout à Paris, moi je viens de Toulouse, donc ça a été difficile, j'ai mis 6 mois avant de trouver vraiment un travail qui me plaisait. Mais à Paris, vraiment, il y a tellement d'assauts, justement Jobs That Make Sense fait un recensement incroyable, et il y a de plus en plus de plateformes qui sont spécialisées dans ça. Fuyons la défense, il y a Jobs That Make Sense, il y a le RESES, vraiment il y a une flopée de plateformes qui justement s'engagent dans ce sens-là. Donc ça c'est au niveau fonctionnel pour chercher, c'est facilité par ça. Et ensuite comment on fait individuellement? Je pense que donc déjà ça dépend, ça se sent en fait, si on sent qu'on a de la peine, de la colère en étant au boulot, c'est émotionnel au sens naturel, primitif, limite, si on se sent pas bien dans son environnement de travail, ça va avoir un impact sur notre santé, et donc on va pas avoir envie d'y rester. Et après, c'est à nous de dire stop avant de basculer dans cette tyrannie du burn-out qui est quand même assez caractéristique de la société occidentale dans laquelle nous vivons. Donc les warnings, c'est avant tout son corps, quoi. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est ok pour moi? Comment je me sens aussi en compagnie de mes collègues, lors des réunions? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que ce discours ne me parle plus? Donc j'aurais envie de dire ça tout simplement. Oui, de ce que tu dis, tu as senti que ça finissait par devenir pesant d'aller tous les matins oui, c'est ça. Dans un boulot où ça devenait déconnecté, quoi, finalement. Oui, voilà, c'est vraiment aller. Comme on disait tout à l'heure, on passe beaucoup de notre temps personnel au travail, donc autant y aller avec joie et bon cœur. Et ensuite, comment changer en cherchant ailleurs pour trouver des choses qui nous correspondent mieux. Et parce que il y a à la fois les valeurs, mais il y a aussi les conditions de travail. Peut-être qu'il y a aussi des conditions de travail qui ne nous conviennent plus en interne. Donc, il faut l'analyser. Oui, ça ne veut pas dire que le boulot doit devenir un plaisir, mais au moins que ce ne soit pas une souffrance d'y aller. Ça peut aussi être un plaisir, c'est pas grave. Pour rebondir, moi je pense que à partir du moment où il y a un doute on a un doute sur son boulot, c'est qu'il n'y a pas de doute, quoi. Si on commence à se poser des questions, c'est que très certainement il faut changer.
Et après, on n'est pas obligé de se mettre en danger non plus de tout plaquer, de partir du jour au lendemain, de partir élever des chèvres, comme on voit les exemples partout là dans les magazines de reconversion professionnelle. C'est pas des chèvres. Ce qui peut être très bien. Non, mais on voit toujours des portraits de reconversion assez fulgurants. En fait, il peut aussi y avoir des reconversions dans son entreprise, mais partir sur le pôle RSE de son entreprise, changer d'entreprise, mais continuer. Moi, j'ai changé de boîte, mais je continue à faire du marketing. C'est pas une reconversion fulgurante. Donc, on n'est pas obligé non plus de se mettre en risque. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait plein, tu le disais, nous aujourd'hui on référence 25 000 offres d'emploi et c'est loin d'être exhaustif. Il y a énormément d'offres d'emploi. Il y a l'APEC qui dit qu'il y a 24%, je crois, des emplois cadres qui sont verdissants, c'est-à-dire des emplois où il y a une dose de RSE. Alors ça peut être du greenwashing, il faut faire gaffe, mais n'empêche qu'il y a quand même plein de jobs qui existent. Il y a l'ADEME qui dit qu'il y aura 1 million d'emplois verts à horizon 2050. Et il y a vraiment tous les emplois associatifs, c'est énorme. Il y a tous les emplois publics, c'est 5 millions d'emplois. Il y a énormément de façons de s'engager, d'avoir de l'impact. Le seul sujet, c'est qu'il ne faut pas avoir d'œillères. Il faut accepter de s'ouvrir un petit peu et de découvrir tout ce qui peut exister. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme. Et tu disais, il y en a d'autres. Et elles sont toutes très bien. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Au contraire. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de se faire accompagner. Je ne parle pas forcément de faire des bilans de compétences qui sont payants, qui peuvent être chers. Il y a du gratuit aussi. Il y a les CEP, Conseils en évolution professionnelle, qui sont ouverts à tout le monde. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait avec l'APEC et c'était 5 séances gratuites et c'est super intéressant. Ça vous aide à vous cadrer, à comprendre un petit peu ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin et à vous orienter sur vers quoi vous pouvez aller après. Donc ça c'est super important, c'est vraiment de ne pas s'isoler, de s'encadrer, de se faire aider, de discuter avec les gens, de découvrir des nouveaux métiers, de parler. Connectez-vous sur LinkedIn avec les gens qui font les métiers que vous rêveriez de faire, discuter avec eux. En général, les gens adorent parler de ce qu'ils font et parler de leur reconversion s'ils ont fait une reconversion. Moi, à chaque fois qu'on me contacte là-dessus, je suis trop content d'en parler. Donc, il ne faut surtout pas hésiter et je pense que c'est comme ça que vous arrivez après à bouger. Je voulais juste revenir sur la question d'avant parce que j'ai pensé à un truc très concret que je voulais mettre en place, que je n'ai pas eu le temps de mettre en place, mais qui peut aussi donner une piste. Vous calez une échéance une fois par semaine, 2 fois par semaine, le midi, et vous faites des ateliers, et il y a plein d'idées. Hein. Vous écoutez une conférence d'Aurélien Barraud, vous faites une session bilan carbone avec MyCO2, il y a un truc que vous pouvez le faire tous ensemble au même moment. Vous calez une session brainstorming sur qu'est-ce qu'on peut faire nous au niveau de l'entreprise, et ça, vous pouvez en animer pendant au moins 3 mois sans que vous vous ennuyiez, puis petit à petit ça va s'alimenter. Et c'est une manière de le faire d'abord avec les gens qui sont motivés, puis petit à petit d'agréger du monde. C'est très concret et super efficace. Sur la question de quand est-ce que c'est trop tard, c'est très personnel et moi je rejoins beaucoup Manon là-dessus. Je pense qu'il y a plein de réalités différentes. Il faut savoir s'écouter, il faut vraiment... en fait, il y a des gens qui vont avoir par exemple une énergie débordante et qui vont être capables d'assumer que de dépenser énormément d'énergie pour faire bouger les choses en interne. Moi, par exemple, je ne suis pas capable de ça, c'est pas possible, donc je sais que je me bouffe si je dois faire de la politique, si je dois négocier avec des gens, c'est pas possible. Donc moi, l'option, elle était plutôt de... Mais il y a d'autres réalités, et je ne dis pas que c'est la seule bonne réponse. Et surtout, ça peut aussi s'accorder, aujourd'hui, la frontière entre la vie pro et la vie perso, elle est quand même de plus en plus floue, de moins en moins claire, et donc vous pouvez, si votre vie pro n'est pas celle que vous rêvez, équilibrer avec des engagements qui sont très forts aussi dans la vie perso. Le concept d'ombre climatique, il est super intéressant, mais il s'applique au boulot, il s'applique aussi aux engagements citoyens, associatifs, etc. Donc vous pouvez le prendre par ce prisme-là. Moi j'ai une copine qui est contrôleuse aérien, voilà, c'est pas le plus écolo du job. Elle est méga écolo, mais parce que contrôleur aérien, en fait, tu bosses 3 jours par semaine, par un salaire de ouf, et donc à côté, tout son temps, elle le passe dans des assos, à s'engager. Et donc c'est comme ça qu'elle a trouvé son équilibre. C'est un exemple un peu radical, mais voilà, il y a vraiment plein de manières de trouver son équilibre. Ne vous mettez pas dans la merde, c'est ça aussi qui est important. Il y a plein de situations différentes, notamment financières. Ne vous mettez pas dans la merde.
préférez un job qui va être alimentaire qui va vous permettre d'avoir un engagement serein et dans la durée. Je voulais juste revenir sur cette question de limite. C'est vrai que on peut être un peu toujours pris dans le tourbillon de notre vie au travail, et parfois on peut se dire en fait à côté qu'est-ce que je fais, et parfois on peut se dire en fait j'ai une responsabilité aussi individuelle, j'ai envie de m'engager, donc je suis engagée au niveau d'un collectif, donc c'était ce que moi je faisais. J'étais engagée chez Alternativa, et donc du coup j'étais militante, activiste, et en fait il y a eu quand même quelques victoires qu'on a eues quand j'étais encore employée chez eux, et je travaillais encore chez Accenture. Et en fait ces petites victoires, elles étaient importantes, et elles comptaient en fait, et je me disais en fait à côté je travaille pour Renault qui c'est terrible, mais à côté de ça j'ai quand même ce pouvoir de faire un peu changer les choses au sein de mon entreprise. J'essaye aussi de faire des choses, mais après en effet c'est comment on se sent individuellement, est-ce qu'on se sent bien, est-ce que du coup cet engagement qu'on commence à avoir commence à prendre beaucoup de place, et du coup le travail on le remet beaucoup en question. Et c'est à ce moment-là où il faut se poser ces questions-là et se dire, en fait, individuellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que travailler à la Défense dans les grandes tours, en fait, au bout d'un moment, c'est fini pour moi? Est-ce que j'ai les moyens aussi de quitter le travail que j'ai pour changer de travail et voir d'autres horizons? Et ça, c'est vraiment hyper personnel, en fait. Personne ne pourra vous dire, en fait, demain... qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? C'est vraiment toi, comment tu te sens et comment toi tu as envie de voir les choses. Oui, je pense qu'en plus des limites, on pourrait mettre ce qui est important, c'est les besoins. Parce que aussi finalement, je pense que dans tout ce cheminement, lorsqu'on commence à être plus attentif à soi aussi, on se rend compte qu'on a peut-être besoin de moins. Bien sûr, ça dépend de chaque personne. On a tous des besoins très différents de sécurité, de confort. Et peut-être qu'on peut aussi essayer de le voir sous cette perspective-là. Est-ce que j'ai besoin d'un énorme salaire, ou est-ce que je peux avoir moins et au final être plus épanouie? En fait, il y a plein de petites choses à prendre en compte. C'est pas si simple, mais ça prend un peu ça demande de l'introspection. Et ça, c'est important, on ne le dit pas assez. C'est exactement ce que je voulais dire en fait. Non mais sur le salaire, en fait je voulais revenir sur les peurs. Parce que c'est la première des peurs en fait quand on va changer, c'est de se dire je vais diviser par 2 mon salaire. Ça c'est une croyance qui n'est pas très fondée en fait. Sur l'impact, il y a des études qui montrent qu'à responsabilité équivalente pour des cadres par exemple, la différence de salaire dans l'ESS par rapport à l'économie traditionnelle c'est 10%. Donc c'est une différence. Et il y a pour certaines personnes où c'est pas possible de baisser de 10%, mais c'est pas non plus diviser son salaire par 2. Et ce qui est important là-dessus, ce que tu disais, c'est de penser de quoi j'ai besoin ou de quoi j'ai envie. D'ailleurs, c'est pas forcément que le besoin, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que je serais pas frustré en fait. Et je pense que c'est le point de départ à la réflexion, et c'est ça qui va guider vers quoi je peux aller. Si moi j'ai discuté l'autre jour avec une personne qui était directrice marketing chez L'Oréal et qui me dit je veux travailler dans l'impact, et elle me dit son salaire et elle me dit je suis prête à renoncer à mes bonus, mais c'est tout. Donc là, je lui ai dit, c'est sûr, dans l'associatif, ça passera pas. Et l'idée, c'est pas de remettre en cause sa volonté de garder son salaire, je la comprends totalement. Et du coup, elle va s'orienter plutôt dans une grosse boîte et bosser, prendre une direction RSE dans une grosse boîte. C'est très bien parce qu'il en faut aussi. Et ce qui est important pour moi là-dedans, c'est de ne pas se mettre dans une posture sacrificielle, de se dire, parce que je vais bosser dans l'impact, c'est pas grave de diviser mon salaire par 2. Parce que dans 99% des cas, en fait, si c'est grave et vous allez être super frustré au bout de 3 mois, vous dire en fait je peux pas bien vivre avec ça, et c'est pas la bonne solution quoi. Et du coup il y a plein de peurs comme ça qu'il faut réussir à déjouer. Donc il y a cette question du salaire, il faut vraiment être honnête avec vous-même là-dessus. Il y a le côté il n'y a pas de débouché, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait il y a plein de débouchés qui existent, il faut savoir regarder, puis il faut se mettre un petit peu à l'écoute et discuter avec des gens. Il y a la question de la formation aussi, souvent on se dit j'ai pas les compétences. En fait, une association elle a besoin de chefs de projet, elle a besoin de gens qui font du marketing, elle a besoin d'ingénieurs en fonction de l'association, elle a besoin de plein de profils. Et au contraire même, c'est super enrichissant d'avoir des profils qui viennent d'horizons différents. Et après, il y a la question de je suis pas formé. Il y a plein de formations aussi qui existent. Je vous en ai cité tout à l'heure des gratuites, il y en a des payantes aussi si vous avez un CPF.
Mais il y a vraiment plein de possibilités. Ce qui est important, c'est de bosser sur ces peurs-là et de se dire, ok, c'est quoi au fond qui fait que je bouge pas, et dans 9 cas sur 10, c'est surmontable. Je voulais revenir sur un truc que tu disais, Fabien, c'est sur le côté, il y avait quelqu'un qui travaillait en marketing, notamment toi en fait, qui travaille aujourd'hui chez Make Sense. Moi j'ai une amie, juste pour vous donner un exemple, qui travaillait, donc c'était une ancienne collègue de chez Accenture, qui elle, au bout d'un moment, est venue me voir et m'a dit, mais Marine, comment t'as fait moi je peux pas changer aujourd'hui, j'ai un prêt, j'ai plein de choses derrière, je suis pas capable de partir, mais je ne me sens pas bien. Et en fait, moi j'avais abordé les discussions à l'époque avec mes anciens supérieurs sur la fondation existante chez Accenture. C'est-à-dire qu'on reste dans la structure existante, mais eux ont la possibilité de vous placer sur des postes en tant que mécénat chez des associations. Ça, c'est aussi une possibilité. On garde le statut qu'on a parce qu'on a ces obligations financières, on ne peut pas aller à l'encontre, mais derrière ça, en fait, on a la possibilité de faire changer les choses et d'apporter ses compétences dans des associations qui en ont le besoin et qui n'ont pas les moyens de se le financer. Et là, c'est aussi une autre manière de se dire, en fait, je m'engage dans l'associatif, mais tout en ayant un confort derrière. Alors depuis le début, on a pas mal parlé aussi de changer de boulot. Et au moment où vous passez l'entretien d'embauche dans une nouvelle boîte, ou alors pour Gilles, quand vous choisissez un nouvel employé, qu'est-ce qui va être finalement un marqueur positif ou un marqueur négatif sur l'entreprise où l'employé la sélectionne, en fait, pour que ce soit en accord avec, pour continuer à aller soit porter la boîte dans un sens écologique quand on embauche, soit quand on se fait embaucher pour rester en accord du coup avec ses valeurs. C'est quoi les trucs auxquels vous avez fait attention en me disant ça c'est le truc, s'ils l'ont pas c'est mort quoi. Moi je dirais, avant de passer à l'étape entretien, déjà de bien se renseigner sur l'entreprise ou l'organisation pour laquelle vous avez passé des entretiens. Et là il y a plein de façons de faire, regardez sur le site internet la manière dont ils parlent, regardez dans la presse s'ils ont des casseroles, regardez s'ils se font labelliser, il y a plein de labels qui existent. Alors, attention sur les labels, Nespresso est labellisé Bicorp. Est-ce que les capsules en aluminium c'est hyper responsable? Je suis pas sûr. Donc il faut faire gaffe, ça dit pas tous les labels, mais ça peut être quand même intéressant à regarder. Donc vraiment faire votre enquête, peut-être parler aussi, il y a Glassdoor qui référence les avis des gens qui ont bossé dans les boîtes, donc voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, parler peut-être avec des gens aussi qui travaillent ou ont travaillé là-bas. Donc faire vraiment votre enquête avant de passer à la case entretien. Et la case entretien, je dirais, si on vous parle de baby-foot, c'est no bueno. À mon avis, c'est mauvais signe si on vous dit que le truc du bien-être en entreprise, c'est d'avoir un baby-foot. Voilà. Moi, pendant mes entretiens pour Remax, j'ai senti que j'avais pas forcément de stress. En fait, il y a ce truc d'entreprise où j'étais beaucoup stressée de parler à mes supérieurs hiérarchiques, etc. En fait, la manière dont va se passer l'entretien, si vous vous sentez à l'aise d'avoir des discussions qui sont en fait en dehors de juste vos compétences, qu'est-ce que vous apporterez à l'entreprise ou l'asso, il y a aussi ce sentiment de discussion qu'il peut y avoir, et votre sentiment après de est-ce que j'étais stressée, est-ce que j'ai été dans une situation où je me suis sentie pas à l'aise ou en déséquilibrée ou pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup cette chose un peu d'appréhension et de feeling qu'il faut avoir. Oui, du coup, bien se faire confiance sur ce qu'on ressent pendant et après l'entretien. Oui, donc déjà, de toute façon, c'est se renseigner, comme tu disais, sur la boîte. C'est sûr que si on va travailler chez Danone, on sait d'avance que la partie engagement, même si il y a eu des trucs qui ont été faits, on sait d'avance pour qui on va bosser. Donc ça, c'est au niveau de la recherche. Après, on parlait tout à l'heure des plateformes de recensement des offres. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai cherché sur Jobs That Make Sense,
j'avais confiance en fait parce que je sais qu'ils ont une certaine charte de sélection des entreprises, des assos qui publient leurs offres chez eux. Je sais qu'il y a un cahier des charges et donc du coup elles sont censées rentrer dans certaines valeurs, dans certaines règles qui sont déjà préalablement discutées. Donc ça peut être une façon. Et puis après, si on arrive à la phase entretien, s'écouter. Il y a également des guides qui ont été publiés, je pense à celui du collectif pour un réveil écologique, qui a donc 2 volets, un volet formation et un volet professionnalisation des étudiants, des jeunes étudiants. Et là, il y a tout un exemple de questions qui vous sont proposées pour essayer vraiment de capter en fait quelle est l'intention de votre employeur et son réel engagement. Pas en termes de mode, ok on va faire du greenwashing, on va tout changer la com en vert et tout, mais vraiment des trucs profonds de compréhension systémique de ce qu'est l'écologie, l'environnement et comment ça s'intègre dans le fonctionnement et dans les missions de l'entreprise. Donc il y a ce guide-là, et puis vous renseigner sur les missions que vous allez faire, parce qu'on voit de suite, je pense, on peut voir l'impact que nos missions vont avoir, et donc vraiment bien relire la fiche de poste en fait, et voir si ça résonne avec les valeurs pour lesquelles on veut travailler. Beaucoup de choses ont été dites, mais pour ajouter un dernier truc, moi, les entretiens d'embauche, quel que soit le côté duquel on se place, je vois ça vraiment un peu comme un date, quoi. Faut un premier date. Et moi, je me souviens de mes dates, c'était il y a longtemps maintenant. Premier repas, je mangeais une andouillette, histoire de bien montrer un peu que j'étais un gars du terroir, quoi. Et finalement, ça peut être, je le dis volontairement, c'est rigolo, mais ça peut être intéressant d'être provocateur dans l'entretien en fonction de où vous voulez placer où est-ce que vous placez vous-même d'ailleurs votre barre de radicalité. Mais si vous arrivez en disant que vous faites des actions de désobéissance civile pour extinction rébellion, au moins si vous n'êtes pas pris, vous savez que c'était pas la bonne boîte pour vous, quoi. En fait, je dis ça, en gros, soyez vous-même, quitte à grossir un peu les traits de vous-même, parce qu'au moins ça permettra de clarifier dès le début ce qui fait ce que vous êtes, ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous. Et voilà, c'est la même chose pour une entreprise que pour un date. Si je peux abonder dans ton sens, moi, en fait, ce que je faisais là dernièrement en entretien, c'est que je disais que je faisais de la politique. Et je voyais, en fait, alors ça c'est le gros red flag, tous les chasseurs de tête vous diront, il ne faut surtout pas parler de politique, il ne faut surtout pas dire que vous faites de la politique si vous en faites, il ne faut pas le mettre dans son CV. Et puis à un moment je me suis dit, en fait ça fait partie de moi, c'est important pour moi, et si l'employeur en fait ne supporte pas ça, c'est mauvais signe et je me plairais pas, et du coup ça a marché. Effectivement il y en a qui n'ont pas trop aimé, qui n'ont pas donné suite, et du coup je suis pas allé, c'est très bien. Ok, et après tous ces échanges, je pense qu'on peut passer à des questions. Si vous avez des questions, nous avons un super micro à vous tendre. Donc, soyez pas timide. Vous avez parlé surtout de fuite des grosses entreprises et si j'ai bien compris, c'est impossible de changer les choses en heure. Vous voyez vraiment ça comme, dans le sens où il y a vraiment un futur qui est possible avec des grosses boîtes qui vont se casser la gueule parce que personne n'ira plus dedans, ou est-ce que ça va quand même continuer d'exister et malgré tout, il y a des gens qui vont quand même bouger là-dedans, et comment faire pour arriver à une cohésion totale pour faire en sorte que puisse un jour rejoindre Total, par exemple, et pas se sentir mal, ou peut-être pas, c'est extraordinaire. Moi je crois qu'il y a des boîtes déjà qui ont du mal à repousser en fait parce qu'elles n'ont pas d'engagement. Et tant mieux, et nous, vraiment s'il y a un objectif à ce qu'on fait chez Job at Make Sense, c'est que les grosses boîtes comme Total ne puissent plus recruter. C'est déjà le cas. Par contre, le travers que ça a créé aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'engagement dans certaines grosses boîtes qui sont de la communication. Donc, on va dire qu'on a passé une étape. Maintenant, si tu communiques plus sur tes engagements RSE au sens large, environnementaux, sociaux, etc., c'est difficile de recruter. Donc ça, c'est bien. Maintenant, et c'était peut-être aussi pour répondre à la question de qu'est-ce que tu vérifies la sincérité. Alors, c'est pas toujours facile, malheureusement, vérifier la sincérité. Mais aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut arriver à tester, c'est est-ce que ces engagements ne sont que de la com ou est-ce qu'ils se traduisent dans les faits. Mais n'empêche que, si tu n'as pas d'engagement aujourd'hui, c'est difficile, hein. Vraiment, c'est déjà le cas.
Sur la sincérité, je vais arrêter après le monopoliser. Sur la sincérité, je pense que une des questions, c'est à quel niveau se situe l'engagement. Si c'est juste effectivement à la direction de la communication et je ne sais plus quelle banque faisait une pub l'autre jour là, sur les cartes bleues qui étaient maintenant blanches et moins épaisses, comme ça c'était leur gros engagement. Et à côté, ils financent toujours Total, en l'occurrence. C'est pas... on s'en fout. Et du coup, après, si c'est au niveau de la raison d'être de l'entreprise, c'est déjà un peu mieux. Si on voit que le COMEX est réellement engagé là-dessus, c'est encore mieux. Voilà, il y a un certain nombre de... Et s'ils ont des labels, et vraiment des vrais labels, là, c'est encore l'étape au-dessus. Donc ouais, c'est peut-être au niveau où se situe l'engagement de la boîte que ça peut vous donner un indice. Et oui, comme tu disais, en fait, ces boîtes-là, à l'heure actuelle, on ne peut malheureusement pas s'en passer. Tu vois, Total ne va pas disparaître demain. Les grandes banques comme BNP Paribas et tout vont continuer. Après, il y a des actions qui sont faites pour les faire ralentir ou changer leurs investissements, etc. Mais oui, on ne peut pas les supprimer maintenant. Je pense du jour au lendemain, il y aura toujours des gens qui travailleront pour eux. La question, peut-être, c'est de toi à toi. Est-ce que j'ai envie, moi, de travailler pour eux, tout simplement si c'est ok, parce que tu arrives à... En fait, tout dépend du récit que tu vas te raconter. Il y a des gens qui travaillent, on parle de Total, qui travaillent chez Total et qui se racontent un récit selon lequel ils sont engagés parce que, je sais pas, je fais du renouvelable, ce genre de choses, etc. En fait, si le récit est ok, et si toi tu es ok avec ton fonctionnement, c'est bon. Tu vois, tout le monde n'est pas fait pour quitter parce qu'on en parlait, il y a des risques. Il y a aussi une question de représentation sociale qui, mine de rien, pèse toujours très lourdement. C'est difficile de passer d'une multinationale à une association dont les représentations collectives, et pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines. Donc c'est de soi à soi, est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on fait, c'est le principal, je pense. D'autres questions ? Moi, j'ai une petite question par rapport à la place dans la société en tant que... globale, je veux dire, parce que c'est... je pense à Sanofi, par exemple. C'est une multinationale, ça prend beaucoup de place. C'est pas... Je veux dire, écologiquement, je suis sûre que c'est pas ouf. Mais à un moment, on est content d'avoir de Doliprane en pharmacie. Donc, comment vous arrivez à voir une société où on arrive à la fois à avoir du Doliprane en pharmacie et aller financer la recherche contre Ebola, et en même temps se dire je veux au quotidien que tout aille bien et pas avoir de greenwashing. Je vois bien le dilemme, mais est-ce que vous voyez une possibilité de société où on arrive à joindre tout ça, quoi? Peut-être dans la continuité de sa question, parce que ça m'a énormément frappé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on parle, si vous voulez, ici du rapport entre écologie et travail. Mais je me demande comment est-ce que vous conciliez effectivement votre approche de l'écologie et du travail avec le travail des autres. C'est-à-dire qu'on est assis, là dans la salle, tous, on a des vêtements faits en coton, des chaussures qui ont été produites ailleurs, parfois par des gamins, au Bangladesh ou quelque part au Congo. On a tous un téléphone portable et on sait très bien que les téléphones portables que nous utilisons, le coltan qui se trouve à l'intérieur, ce sont des gamins qui meurent quelque part dans les villes au Congo qui les utilisent. Mais très bien, on est assis ici, on parle d'écologie du travail, on parle de nous. Mais qu'est-ce qui se passe en fait des autres? C'est-à-dire qu'ils sont repoussés la logique écologique jusqu'à son comble. Est-ce que quelque part on ne se rendait pas compte un tout petit peu de notre petit égoïsme qu'on entretient ici en Occident? Parce qu'effectivement nous sommes incapables de penser cette question-là de manière transversale et de voir en fait que quelque part ce que nous on considère ici comme étant une meilleure vie ne l'est pas encore ailleurs, ou alors que l'on a une meilleure vie ici parce que d'autres en fait pourrissent la leur ailleurs. C'est ce qui nous permet d'avoir je ne sais pas trop, d'autres trottinettes électriques, d'avoir nos moteurs électriques dans les différentes voitures, parce que quelque part en Chine, il y a des gens qui crèvent pour que l'on puisse avoir ce que l'on a. Donc je ne sais pas comment est-ce que vous comptez effectivement concilier ces deux-là, entre votre monde du travail et le monde du travail des autres. Merci.
Alors, je vais répondre à la première, comme ça laisse le temps à mes camarades de réfléchir à la deuxième. Donc sur la première question, il y a des gens qui se sont posé cette question-là déjà, et je vais me servir d'eux là pour me cacher un peu derrière eux. Je ne sais pas si vous avez entendu, je pense qu'un certain nombre de personnes dans la salle connaissent le Shift Project et ce qui a été sorti récemment en fait, dans le cadre de la campagne présidentielle qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Alors, française, ok, c'est pas mondial et ça